Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Je rends des livres. C'est une vidéo un peu particulière parce que je vais en profiter pour vous souhaiter une belle année 2024, une bonne année 2024. Il paraît qu'une belle année c'est un tic un peu récent et qu'il faut proscrire ça. Bon, ça ne me gêne pas, mais bon, peu importe. Alors c'est une vidéo un peu particulière aussi parce qu'en fait on est le 8 janvier 2024, c'est le premier jour de reprise ici sur le site Canner de rentrée, et pour la première fois depuis au moins 10 ans, on nettoie les vitres. Donc je pense que grâce au casque, qui donne un peu une impression visuelle un peu étrange, vous n'entendez pas le bruit des nacelles et du nettoyage, mais en revanche, vous allez peut-être voir passer les types qui nettoient les vitres, je sais pas, peut-être, on ne sait pas. On va voir ça. Bien, donc c'est aussi une vidéo où je rends des livres. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de livres que je rends, et notamment à la BU, mais on va revenir dessus, je vais vous expliquer ça. Pas seulement en fait, c'est aussi une vidéo un petit peu de la première vidéo de 2024. Alors sachant que sur toute la fin de l'année 2023, j'ai fait très peu de vidéos, j'ai dû faire 3 ou 4 vidéos je range mon bureau et 1 ou 2 vidéos je rends des livres, peut-être une hors série, tout ça en 3-4 mois, donc très peu de vidéos, mais assez longues, assez denses. Et en fait, j'ai terminé l'année 2023 à moitié malade, et je commence d'ailleurs 2024 à moitié malade. Je ne suis pas encore totalement remis, j'ai chopé une espèce de virus que rien n'arrive à éradiquer totalement. Donc il y a encore des moments où je me sens très fatigué, où j'ai des bouffées, de chaleur, des faiblesses. Bon, c'est un peu casse-pied, d'autant que j'ai un mois de janvier monstrueux, donc ça va être assez compliqué. Alors, 2024, que vous dire pour 2024? Bien déjà, je vais dire ce que j'ai écrit aussi dans certains mails perso à des amis ou à des collègues. Je vais déjà nous souhaiter une bonne année sur le plan personnel, la santé, le bonheur auprès des proches. C'est déjà pas mal parce que du point de vue un peu collectif, c'est plus compliqué de se souhaiter des belles choses. 2023 a été plus horrible que bien des années auparavant sur le plan de la planète comme au niveau national, avec la loi immigration, avec le climato-scepticisme, y compris du gouvernement. Donc je crois qu'on est très, moi je suis très inquiet sur la fascisation slash absence totale de réelle prise de conscience collective et politique de la gravité des enjeux écologiques. Donc j'ai beaucoup de mal à souhaiter une bonne année de ce point de vue-là, mais enfin voilà. Alors du point de vue du blog et du vlog, je peux un petit peu parler de ça quand même. Alors déjà, on est le 8 janvier, et depuis le 1er janvier, j'ai publié tous les jours au moins un billet sur chacun de mes deux blogs, sur Mum et sur Touraine Sereine, sachant que sur Touraine Sereine, il y a une petite innovation, j'ai décidé systématiquement de faire un billet, même très bref, juste une photo et 2 phrases, à chaque fois que je lis un livre, ou que j'interromps, je ne finis pas un livre. L'idée étant un petit peu à la fin de l'année 2024, si je m'y tiens, il suffira d'ouvrir la sous-rubrique Livre 2024, et puis je verrai tous les livres que j'ai lus, ou que j'ai parcourus, ou que j'ai pas fini, ou que j'ai interrompu avant la fin, ou je me suis lassé, etc. etc. Parce qu'il y a aussi ça dans les livres qu'on lit, bien sûr. Donc ça veut dire un petit peu que si je me tiens à ça, ça m'enlève un petit peu de la pression par rapport aux vidéos, puisque les vidéos je range mon bureau, souvent elles étaient longues, parce que je ne les faisais pas souvent, et que j'essayais de parler de tous les livres que j'avais fini de lire dans l'intervalle depuis la vidéo précédente. Et c'était quand même très lourd. Tout ça étant sous le mode de l'improvisation, c'était un peu compliqué. Donc peut-être qu'il va y avoir des nouveautés aussi par rapport au blog, peut-être que je vais être moins exhaustif dans Je range mon bureau, peut-être que je vais peut-être reprendre plutôt la catégorie, la playlist Interpares, dans laquelle je parlais d'un seul livre lu récemment en le croisant avec d'autres lectures plus anciennes. Peut-être que je vais reprendre ça, je ne sais pas très bien encore, bon, c'est à voir. Parmi les projets un petit peu de vlog, blog, tout ça, réseaux sociaux, etc., pour l'année 2024, il y a la possibilité, je tourne autour depuis quelques mois, autour de cette idée, d'essayer de reprendre les lives Twitch. Et au départ, je m'étais dit en novembre que je pourrais reprendre les live Twitch autour d'un projet lié à la traduction, je vais en parler bientôt, d'une pièce de théâtre de Hans Elian, Der gestohlene Gott, le dieu volé, littéralement de Hans Elian, mais je vais y revenir puisque ça fait partie des livres dont je veux parler aujourd'hui. Et puis en fait, bon, je pense que le projet n'est pas forcément très pertinent. J'ai une autre idée éventuellement, mais il faut aussi que je me retrouve mes codes Twitch, que je me retrouve comment on faisait pour faire des live Twitch. Je n'en ai fait qu'une série il y a 2 ans maintenant, c'était autour du projet Ulysse.
ma lecture de Ulysse à l'occasion du centenaire. Ça s'appelle Sans originalité Ulysse centenaire. Et c'est entièrement stocké sur la chaîne Tanner 45 YouTube, donc vous pouvez retrouver ça sans problème. Donc voilà, donc il y a un peu cette idée-là, la possibilité de reprendre les live Twitch. J'ai une idée autour d'une poète, je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, les livres que je vais rendre dans un futur proche, pas forcément aujourd'hui. Alors déjà, il y a 2 livres de Arthur Koestler que je n'ai pas vraiment lus. Enfin, j'ai quand même commencé Scum of the Earth. Alors, il faut savoir que Arthur Koestler, c'est un collègue, un jeune collègue, qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était un auteur qu'il avait beaucoup lu. Et c'est un collègue qui a fait sa thèse sur George Orwell, et il m'a dit que Arthur Koestler était un auteur vraiment très important, et donc il ne comprenait pas qu'il soit aussi marginalisé, aussi peu lu, aussi peu étudié. Et effectivement, j'ai pas eu... Alors, j'ai pas pu lire le texte, le recueil d'essais vraiment dont ce collègue m'avait parlé, mais j'ai emprunté par la BU ces 2 ouvrages, Arrow in the Blue, qui est un texte, je vais rechercher, de 1952, qui est une autobiographie, et que j'ai parcouru. En fait, j'ai lu quelques passages, quelques chapitres. Et effectivement, j'ai pas du tout de temps à consacrer à ça, mais Arthur Koestler, je pense que... Alors, Arthur Koestler, moi, je l'ai lu quand j'étais adolescent, en traduction avec Le Zéro et l'Infini, un livre que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand ce collègue m'a parlé d'Arthur Koestler, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai, c'est qui ça, déjà? Et voilà. Et puis l'autre livre, Scum of the Earth, dont j'ai lu la première partie uniquement à gagner, c'est là encore un texte autobiographique autour en fait du début de la Seconde Guerre mondiale, et qui est dédié d'ailleurs to the memory of my colleagues, the exiled writers of Germany who took their lives when France fell, Walter Benjamin, Karl Einstein, Walter Assenklever, Otto Pohl, Ernst Weiss, and for Paul Willett, without whose help this book could not have been written. Et ce livre qui a été publié en 1941, on voit qu'on a même comme document la carte d'identité de démobilisation de Arthur Koestler, qui était engagé volontaire. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une figure intéressante. J'ai pas du tout le temps à consacrer vraiment à approfondir cette question-là. Enfin, c'est pour dire voilà, qu'au moins j'ai pris quelques heures pour aller jeter un œil, à ce qu'il y a à trouver, et pour au moins me noter l'idée d'approfondir ça à un moment donné. Peut-être que il faudrait que, je sais pas, que j'achète les livres, parce que je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire si j'achète les livres, si on me les offre, très bientôt, ou à moyen terme au moins, je me force, entre guillemets, vraiment à lire les livres, et c'est une très bonne manière de fonctionner pour moi. Alors, dans les livres que j'ai empruntés à la BU et que je vais rendre, il y a ce recueil de poèmes du poète américain C.K. Williams, The Vigil, que j'avais réemprunté parce que j'avais lu pas mal C.K. Williams il y a une bonne quinzaine d'années, et j'en avais même traduit quelques-uns. Et donc là, j'ai repris un petit peu l'idée de traduire. Donc j'en ai traduit quelques-uns manuellement. J'ai pas du tout repris mes traductions. J'ai fait ça début décembre. J'ai traduit. Alors attendez, c'est facile à trouver. Il suffit de regarder les trucs papier. Ça c'est quoi? Cœur. J'en ai traduit 3 visiblement. Je me souviens plus bien. J'en ai traduit 3, et puis à force de lire et de relire ces poèmes, il y a 2 ou 3 poèmes qui m'ont vraiment dérangé en fait. Il y a notamment un poème dont j'ai le sentiment qu'il justifie un peu les violences sexuelles. Comme c'est de la poésie, comme c'est très malin, comme c'est très subtil, j'ai pas été, voilà, je ne peux pas affirmer que c'est ça, mais c'est le sentiment que j'ai eu en le lisant, et ça m'a un peu dérangé quand même. Je crois que c'est le poème Song de la page 49. Voilà, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Enfin, voilà, j'ai traduit 3 poèmes, et c'est très compliqué à traduire C.K. Williams, parce qu'en fait, parlons de choses un peu techniques. C.K. Williams, c'est un poète qui écrit systématiquement, enfin, en tout cas moi ce que je connais de lui, et ce recueil est systématique aussi de ce point de vue-là, c'est un recueil de... Alors attendez, C.K. Williams, il est mort il y a une dizaine d'années, et ce recueil, c'est un recueil de 1997, donc on va dire que c'est un recueil plutôt tardif, hein, si on veut, et c'est un poète
qui travaille systématiquement sur des versets, c'est-à-dire des vers extrêmement longs. Ce sont des vers qui sont généralement enfin, on est autour de 9 ou 10 mètres. Ce sont des vers qui sont à peu près le double, voire un petit peu plus du pentamètre, qui est un des vers classiques de la forme métrique, de la poésie métrique de langue anglaise. Et donc, comme par ailleurs, c'est apparemment extrêmement prosaïque dans le choix des thèmes et dans le choix du regard et de la perspective qui est donnée, c'est très compliqué de traduire en rendant, comment dire, en ne trahissant pas ce côté faussement banal, faussement prosaïque, faussement apoétique, mais tout en conservant tout ce que la langue a en fait d'extrêmement travaillé, d'extrêmement poétique par en dessous. Et donc, bon, le choix que je fais moi, c'est d'essayer d'avoir une structure rythmique, puisque la langue française n'utilise pas le mètre, mais utilise les syllabes, d'avoir une structure rythmique et une structure syllabique extrêmement contraignante pour essayer, évidemment, de faire entendre de manière presque implicite au fur et à mesure la structure de cette langue. Voilà. C'est un peu une gageure malgré tout. C'est un essai, c'est des travaux d'essai de traduction qui m'ont amusé. Donc il y a 3 poèmes que j'ai traduits. Il faudra quand même qu'avant que je les rende, avant que je rende le livre, il va falloir que je tape ça au propre et que je le mette dans mon carnet de traduction sur le blog gris. Je terminerai avec Yann, mais je n'oublie pas Hans et Yann, je vous en parle dans quelques instants. Alors ça, ce sont des livres que je vais rendre, non pas à la BU, mais à une collègue qui me les a prêtés. Ce sont 2 romans de Colin McCann, parce qu'une collègue irlandisante, de fait, on discutait il y a un an ou à peu près, et donc, elle m'a parlé de Colin McCann, je lui ai dit que je n'en avais jamais lu, que c'était à peine un nom pour moi, je voyais vaguement qui c'était, mais sans plus. Et donc elle m'a dit, ah, là c'est génial, il faut absolument que tu lises Colin McCann, je t'en prête. Donc elle m'a prêté ces 2 livres. Et donc j'ai eu This Side of Brightness, je l'ai lu il y a au printemps, je crois, quelque chose comme ça. Et This Side of Brightness, de mémoire, c'est son 3e livre, donc c'est un livre vraiment du début. Je ne vais évidemment pas retrouver la date, mais bon, c'est parce que c'est mal foutu, quand même, le livre est mal fait, parce qu'on n'est pas en la date. Si, ça y est, 1998, c'est pas le livre qui est mal foutu, c'est moi qui suis mal fichu, ou qui n'a pas de cerveau en état de fonctionner. Et donc ça, j'ai bien aimé, je trouve qu'il y avait des facilités, mais j'ai bien aimé, je trouve que c'était bien écrit, je trouve une histoire très belle, parce que c'est une histoire à la fois autour de la racisation, mais aussi des ouvriers qui ont construit, si mes souvenirs sont bons, les tunnels et les souterrains du métro new-yorkais. Et donc, le roman tourne autour aussi de la dangerosité, du fait que, il y a évidemment des morts, des blessés, etc. autour de cette... Et la mémoire un petit peu amputée, le fait que les descendants ne sont pas au courant de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman travaille sur 2 plans temporels, un plan très contemporain, dans lequel des marginaux vivent dans des tunnels désaffectés, et donc le va-et-vient avec l'histoire des creuseurs de tunnels, des ouvriers du métro new-yorkais. Donc j'avais trouvé ça pas mal. Et l'autre roman qu'elle m'a prêté, c'est un roman plus récent qui a valu un grand succès à Colin McCann, qui lui date de 2020, donc c'est vraiment un des tout derniers, peut-être le dernier, à Apeirogon, je ne sais pas comment ça se prononce, ni en anglais ni en français d'ailleurs, Apeirogon, qui est une figure géométrique en fait d'un polygone avec un nombre de côtés extrêmement important, je ne sais pas très bien exactement, et donc le titre témoigne en fait de la structure, puisque le livre est en 1001 chapitres courts, et ces 1001 chapitres courts sont numérotés alors que je ne dise pas de bêtises, de 1 à 500. Non, qu'est-ce que je dis? De 1 à... Voilà, de 1 à 500, je vais y arriver. Avec un chapitre central qui est le chapitre 500. Puis, au milieu, il y a un chapitre 1001, et ensuite, c'est une deuxième partie où les chapitres sont numérotés de 500 à 1. Donc, en un mot, on a 2 fois 500 chapitres, numérotés dans le sens 1 à 500, puis 500 à 1 dans la deuxième partie, et au milieu, on a un chapitre 1001. Il y a évidemment tout le modèle du 1000 et nuits, etc., qui est par en dessous, mais il y a aussi surtout cette structure en 2 parties
qui correspond aussi d'ailleurs à des plans temporels différents, comme dans This Side of Brightness, on a cet élément-là. Alors c'est un roman qui est à la fois extrêmement ambitieux, très magistral, et dans la structure, et dans l'écriture, et dans la composition, qui part au départ de l'observation des vols d'oiseaux. Il y a énormément de chapitres brefs qui parlent de la structure même des vols d'oiseaux et des migrations. Donc ça joue sur évidemment l'absence de frontières des oiseaux migrateurs. C'est une sorte de trope récurrent qui permet aussi de dénoncer l'absurdité totale du conflit israélo-palestinien, parce que c'est un roman sur le conflit israélo-palestinien. Alors il se trouve que moi j'ai lu ce roman, j'ai commencé à lire ce roman, je ne savais pas du tout que ça parlait de ça en fait, parce qu'elle m'avait prêté ces deux romans, cette collègue, et je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. J'ai commencé à lire ce roman quelques semaines à peine après les attaques du Hamas du 7 octobre, et le début de ce qui s'appelle une guerre, que moi j'appelle quand même, et je ne suis pas seul à appeler, des bombardements totalement incontrôlés de l'armée israélienne, puisqu'on a des bombardements totalement disproportionnés qui ciblent les populations civiles, qui ciblent les journalistes. On n'aura jamais eu autant de journalistes tués en aussi peu de temps au cours d'une guerre. Donc, je veux dire, il y a un très grand nombre de violations du droit international par l'armée israélienne. Donc, les crimes terroristes du Hamas sont indéniables et sont horribles, mais la riposte de l'armée israélienne et les tentatives désormais maintenant d'évacuation, les projets de déplacement des populations palestiniennes relèvent d'une forme de nettoyage ethnique et de déportation, il faut quand même le dire. Donc j'ai lu ce roman dans ce contexte-là, donc ça résonnait d'autant plus fort certainement, mais à un moment donné, alors j'étais au départ très enthousiaste, et puis à un moment donné ça a commencé à me lasser, parce que je trouvais que ça se répétait énormément, à tel point d'ailleurs que je ne l'ai pas terminé. Alors c'est un peu ridicule parce que c'est un roman qui fait 460 pages et je me suis arrêté à la page 373. Vous direz quand même, j'aurais pu me forcer pour lire les 80 dernières pages, mais je ne l'ai pas fait parce que très honnêtement, j'ai compris où il allait, j'ai compris ce qu'il faisait, et j'ai trouvé ça extrêmement répétitif à un moment donné. Et puis aussi, voilà, j'ai trouvé que c'était... une des choses qui m'a vraiment gêné dans le roman, c'est le point d'ancrage et d'accent exclusivement sur les figures masculines, sur les pères. Donc il y a une sorte de récit parallèle selon lequel la paix, la solution à deux États, la réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens passera par une union des patriarcats. Et ça, c'est quand même complètement hallucinant, parce que finalement, la dénonciation même de la structure patriarcale, tant du côté du Hamas, par exemple, que du côté des ultra-conservateurs juifs, mais aussi de l'extrême droite israélienne et de l'armée israélienne, cette structure patriarcale-là, elle n'est quasiment pas dénoncée. C'est comme si finalement les pères et les patriarches allaient être les sauveurs un petit peu pacificateurs. C'est quand même très étrange. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un roman un peu péniblement patriarcal, donc c'est aussi pour ça que ça va. D'un côté, je trouvais que c'était vraiment très répétitif, et ça faisait un peu rengaine, et d'autre part, en plus, il y avait ce désaccord, on va dire, un peu, pas seulement idéologique, esthétique en fait, aussi narratif avec le roman. Donc je suis vraiment resté sur ma faim, ça reste une œuvre, voilà. C'est un classique moderne, comme on dit, ça m'agace épouvantablement cette expression. Et on en vient à Hans Einian, dans cette vidéo de lancement de l'année 2024 du vlog. Alors là, oui, je rends des livres. Je vous ai dit, je rends des livres à la BU, je rends des livres à une collègue. Je rends des livres à quoi? Au PEB. Parce que le PEB, c'est quoi? C'est le service de prêt entre bibliothèques. Et c'est un service bien pratique, parce que quand on ne trouve pas un livre, on ne trouve pas à acheter un livre qui est trop cher, qu'un livre ne se trouve pas dans le catalogue de la BU, des BU de Tours, et qu'on ne le trouve pas non plus en ligne, soit légalement, soit illégalement numérisé, et c'est le cas de celui-là, eh bien on est très content de trouver un exemplaire dans une bibliothèque ailleurs, dans le réseau des bibliothèques universitaires françaises, et de le faire venir par le prêt entre bibliothèques. Alors la plupart du temps, quand on fait ça, le livre, il doit être consulté sur place, et ça c'est assez pénible, j'avoue. C'est malheureusement presque systématiquement le cas quand je prends des ouvrages au PEB, et c'est pour ça que je ne les montre pas dans ces vidéos, parce que je les fais venir, ils sont dans la salle du PEB,
je les consulte sur place. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends des photos, vraiment des pages les plus importantes pour moi, et puis après, je travaille avec. Bon, ou je prends des notes directement, je reste 1 heure ou 2 en salle, et je prends des notes. C'est comme ça que travaille l'immense majorité des universitaires, des enseignants-chercheurs, hein, des doctorants, bien sûr, des doctorantes. Le PEB, c'est vraiment une ressource indispensable dans toutes les universités et pour tous les universitaires. Toutes les universitaires. Tous et toutes les universitaires. Donc là, en l'occurrence, celui-là, bien la bibliothèque prêteuse, c'est la bibliothèque du Grand Palais, ça va pas être ça, ça va plus s'appeler comme ça, la bibliothèque universitaire de Paris, Grand Palais. Je ne sais pas si vous entendez le barouf que font les camions et les nacelles et les nettoyages, mais pour moi c'est très déconcentrant. C'est peut-être pas la bonne idée de faire cette vidéo ici, peu importe. Et donc là, voilà, la bibliothèque prêteuse a autorisé le lecteur, c'est-à-dire moi, le lecteur qui appartient à l'institution emprunteuse, l'université de Tours, l'a autorisé à l'emporter chez lui. Donc ça fait 3 semaines à 1 mois que j'ai pu embarquer ce livre avec moi, et je l'ai jusqu'au 12 janvier, donc jusqu'à vendredi, c'est super. Et donc j'ai pu lire ce que je voulais lire là-dedans. Alors c'est quoi ce livre? Alors déjà, c'est Hans Henigan. Hans Henigan, c'est un immense écrivain germanophone du XXe siècle. Ses œuvres majeures ont été traduites en français. Elles se trouvent chez Verdier. Si vous devez commencer par un livre, il faut commencer par Le Navire de bois. Et puis quand vous aurez lu Le Navire de bois, vous aurez envie de lire la suite, c'est-à-dire les 2 autres livres qui composent la trilogie. Voilà. Donc ça, c'est la trilogie Fleuve sans rive, ça s'appelle. Et la suite, c'est les cahiers de Gustave Agnias Horn. Voilà. Donc ça, c'est son opus magnum en quelque sorte. Mais commencer par Le Navire de bois, c'est pas très long, et ça va vous faire un choc, vraiment. Il y a un autre roman très très important, traduit également en français, que j'ai lu de lui, Perugia. J'ai lu ça il y a très longtemps, j'ai lu ça il y a plus de 10 ans en fait. Donc ça fait des années que j'ai pas lu Hans Henigan. J'avais essayé de lire dans une traduction française une de ses pièces de théâtre, Pastor Ephraim Magnus, qui se trouve d'ailleurs dans ce volume, et ça m'avait un peu laissé sur la faim. Et puis il se trouve que, un petit peu comme ça au hasard, j'ai découvert, donc c'était en novembre, je dirais quelque chose comme ça, parce que je fais ça régulièrement, je regarde un petit peu, tiens, en 2024, est-ce que c'est le centenaire de tel ou tel écrivain, de la naissance de tel ou tel écrivain, de la mort de tel ou tel écrivain? Est-ce que c'est le centenaire ou le bicentenaire ou le tricentenaire de la publication d'un livre important? Et en cherchant ça, j'ai vu qu'il y avait une pièce de théâtre de Hans Henigan qui s'appelle donc Der gestohlene Gott, Dieu volé, qui avait été publiée en 1924, je suppose jouée en 1924, je n'ai pas fait plus de recherches que cela, et donc dont on allait fêter le centenaire en 1924. Et puis cerise sur le gâteau, cette pièce fait partie des textes de Hans Henigan, inédits en français. Là je me suis dit, il faut que je lise cette pièce, donc je l'ai cherchée par les moyens légaux et illégaux, je ne l'ai pas trouvée, donc je l'ai cherchée par le PEB, et là, miracle, comme je vous le disais, j'ai pu faire venir ce livre, et double miracle, surtout j'ai pu l'emprunter. Donc j'ai lu ce livre, j'ai lu une autre pièce de théâtre de ce volume, c'est la Médée de Hans Henigan. Alors j'ai lu la pièce qui a des mérites incomparables, qui a la nacelle descend, tiens, on va pouvoir dire bonjour au nettoyeur de vitres qui passe derrière nous. Donc j'ai pu lire La gestohlene Gott, c'est une pièce qui a de très grands mérites, qui est très belle, qui est très bien écrite, qui a quand même, à mon avis, 2 inconvénients majeurs, qui fait que finalement, je ne traduirai pas cette pièce, a priori, ou pas en 2024, en tout cas pas pour le centenaire. C'est tout d'abord qu'elle est longue, elle est très longue, ça veut dire que si elle devait être montée à la scène, ça prendrait facilement 4 heures, et c'est trop long. Voilà. C'est un défaut assez récurrent d'un certain nombre de dramaturges allemands, je trouve, et de Yann apparemment notamment. Donc ça c'est un premier élément. La pièce elle fait à peu près 60 pages, 60 pages bien tassées, et donc 70 pages même je crois, 70 pages bien tassées, et 70 pages bien tassées, ça fait facilement 180 minutes je pense, ouais, peut-être 3 heures seulement, enfin, ouais, je pense que bon, c'est sans doute difficile à minuter, mais enfin, en tout cas voilà, c'est trop long, et c'est trop long au sens où ça pourrait être plus court aussi. Le deuxième inconvénient qu'il y a dedans, c'est que c'est une histoire qui est une histoire d'inceste, et que l'histoire est assez dérangeante en fait, d'autant qu'un des personnages est un personnage qui est un personnage d'un père en fait, un père des enfants en fait, et
qui a été absent pendant un certain nombre d'années, qui est allé à l'étranger, qui est allé dans les colonies, en fait, qui est allé en Afrique, c'est pas sens, si c'est l'Afrique, la Papouasie, etc., et qui a volé un dieu. C'est ça, le dieu volé, c'est une statue, c'est un Kashtar et toute cette espèce d'imaginaire un peu primitiviste, etc., n'est absolument pas mise à distance. Et bon, moi, ça me heurte un petit peu, ça m'intéresse, évidemment, d'un certain point de vue, parce que, voilà, mais d'un autre côté, voilà, je me demande quelle actualité une telle pièce peut avoir, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, et d'un point de vue, et du point de vue de la réalité, du regard porté sur la sexualité. Et là encore, on en revient à cette question en fait, du patriarcat dont je parlais tout à l'heure à propos de Apeirogon, texte beaucoup plus récent pourtant, et à la fois par rapport à toute cette question ethnique, on pourrait dire, on arrive très vite, suprémaciste blanche par défaut, orientalisante par défaut, tout ça ne me plaît qu'à moitié. Alors cela dit, j'ai quand même, parce que tant qu'à faire venir le livre par le père, l'avoir lu, je me suis fait une photocopie complète de la pièce en question de et je me suis fait une version PDF, un seul document. Voilà, c'est archivé. Donc voilà, donc j'ai ça dans mes archives, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai envie malgré tout d'aller regarder ou de commencer, parce que je traduis je traduis en fait des poèmes très régulièrement. J'ai jamais essayé de traduire un texte un peu long. Ça pourrait être malgré tout un petit défi sympa, donc je ne sais pas, à voir. Voilà, mais ce ne sera pas pour 2024 a priori. Bien, c'est un peu long, il y a une nacelle avec il nettoie les vitres, là pour l'instant ils sont en train de nettoyer les vitres de l'étage au-dessus, peut-être l'étage encore au-dessus, il ne peut pas tarder à appliquer chez moi, ça aurait pu être presque rigolo de faire cette vidéo avec vraiment les vitres de mon bureau en train d'être nettoyées. Bon, elles en ont besoin, puisque ça fait une petite dizaine d'années que rien n'a été nettoyé ici, et je vous assure, on ne voit pas à travers. Donc voilà, c'était donc la première vidéo de l'année 2024, elle est répertoriée dans la playlist, dans la catégorie, la rubrique, je ne sais pas comment il faut dire, je rends des livres, enfin voilà. À bientôt.